France Info et France 24 présentent Bonjour, voilà des mois qu'on en parlait. La contre-offensive ukrainienne est en cours. Pour combien de temps? Nul ne le sait, tout comme personne n'imagine jusqu'à quel point les Russes sont prêts à aller pour s'éviter une défaite. Ukraine, la contre-attaque de tous les dangers. On va en parler aujourd'hui avec le général Jean-Paul Paloméros, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Et les combats font rage donc, nul n'est à l'abri, pas même à Kherson, inondé par l'explosion du barrage de Karovka sur le Dniepr. La ville fait face aux bombardements incessants de l'armée russe, comme nous le montre pour France Télévisions Stéphanie Pérez. C'est monté à 2,20 m. Encore sidérés, les habitants nous invitent à les suivre. Ludmila, retraitée, revient chez elle pour la première fois. Sa maison n'est plus qu'un enchevêtrement de tôles et de meubles gorgés d'eau. Je n'ai nulle part où aller. J'ai travaillé pendant 66 ans et il ne me reste plus rien. C'est tout ce que j'avais. J'étais déjà morte de peur pendant les bombardements, mais ma maison avait tenu. Là, ils nous ont fait encore pire. Un quartier défiguré. Pour ces 800 habitants qui ont déjà résisté à 8 mois d'occupation russe, la liste des épreuves semble sans fin. Nouvelle crainte, celle des épidémies. Grégory nous conduit dans son jardin recouvert de boue. Encore une dizaine de centimètres d'eau croupie et l'odeur d'essence qui saute à la gorge. On est sur nos gardes. On a vraiment peur que les bactéries se développent. On a peur d'attraper des maladies. Vous sentez l'odeur d'essence? C'est de plus en plus fort. Pour faire le point sur la situation sanitaire, nous avons rendez-vous avec un responsable de l'administration régionale. Interpellé par cet habitant, il essaie d'être rassurant. Les premiers contrôles ne sont pas alarmistes, nous dit-il. Mais nous ne pouvons poursuivre notre entretien. Notre chauffeur nous interrompt. Les militaires là-bas nous disent de partir vite. Les Russes vont bombarder très fort. On doit vite quitter la place. Notre interlocuteur nous indique l'abri le plus proche. La ville de Kherson en a construit des dizaines. Pendant 20 minutes, les déflagrations se succèdent. De façon presque ininterrompue. 2 civils sont morts. Ce quartier n'est pas seulement inondé, il continue d'être bombardé. Vous l'entendez? Depuis la libération de la ville, il est la cible des Russes. C'est compliqué d'aider des gens dans ces conditions. Les inondations ont d'abord fait reculer les forces russes de l'autre côté du fleuve Dniepr. Avec la décrue, elles peuvent retrouver leur position et reprendre leurs tirs intensifs sur Kherson. Général Jean-Paul Paloméros, qu'ont voulu signifier ceux qui ont détruit ce barrage? Je crois qu'on est toujours dans la logique que je qualifierais de mortifère de Vladimir Poutine, qui dès le début de cette guerre a annoncé qu'il allait neutraliser l'Ukraine sous une forme ou sous une autre. Et donc il poursuit là-dessus. Il est en train de punir en quelque sorte les habitants de Kherson. Ce sont les Russes, vous en êtes sûr, qui sont à l'origine de cette explosion. 99%. D'abord, je ne peux pas imaginer les Ukrainiens faire ça. Évidemment, tout est possible dans ce monde, mais ça correspond tellement peu à leurs intérêts, à leur manière de faire. Il y a un moment donné, il faut revenir à la raison, quoi. Et les Russes ont montré qu'ils sont capables de faire ça. Y compris en sacrifiant leurs propres hommes qui ont été pris au dépourvu. C'est pas la première fois. Ils ont envoyé des dizaines, des centaines d'hommes à la mort sur tous les théâtres, à Bakhmout en particulier. Non, et ce qui est terrible, c'est qu'ils sont en train de priver d'eau potable sur la rive gauche du Dniepr des milliers d'habitants qui étaient censés protéger, puisqu'ils ont envahi cette zone, ils l'ont même annexée en quelque sorte illégalement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de noyer. C'est la politique de la terre noyée. C'est plus la terre brûlée, c'est la terre noyée. C'est presque pire. Et tout ça, c'est pas pour un gain militaire. La preuve, ils sont en train de reprendre position. C'est simplement, c'est la terreur pour la terreur. C'est montrer aux Ukrainiens que la violence s'impose à eux et qu'ils doivent avoir peur des Russes. Et ben non, les Ukrainiens ont décidé de ne pas avoir peur des Russes. Kherson, c'est l'une des villes symboles de cette guerre, prise par les Russes, puis reconquise par les Ukrainiens dans ce qui reste leur première contre-offensive couronnée de succès. Elle illustre la faculté du peuple ukrainien à faire face à l'adversité, à rebondir.
Je crois qu'au fur et à mesure de cette guerre, et ça c'est assez étonnant, la résistance et la résilience des Ukrainiens ne fait que s'affirmer. Et malgré tout, il ne faudrait pas oublier que toute cette famille, tout l'éclatement de la société ukrainienne, toutes ces familles qui sont désorganisées, il y en a qui sont partis à l'étranger, qui sont revenus, et puis ces jeunes hommes surtout, et des jeunes femmes qui ont perdu leur vie. On raconte des histoires d'un père qui est à la guerre en mémoire de son fils qui est mort sous les bombes russes. Il y a des histoires magnifiques derrière tout ça, mais il y a surtout un peuple qui souffre, et qui souffre malgré tout en silence, et qui a besoin de notre soutien moral, mais aussi de notre soutien physique, non seulement en termes d'armement, mais pour se reconstruire plus tard. Alors ont-ils la même réussite, cette fois les Ukrainiens? En tout cas, leur contre-offensive se heurte pour l'heure aux lignes de défense russes. Alban Bikogzi, vous qui êtes à Zaporijjia pour France Télévisions. Oui, effectivement, la reconquête de l'ensemble du territoire ukrainien sera longue et difficile. Voilà en substance ce que le président Zelensky a dit aux Ukrainiens à la télévision. Il leur a même ajouté que la réalité, ce n'était pas un film à grand budget d'Hollywood, que les combats seraient intenses avec les Russes et pour cause. Bref, le combat sera difficile. Voilà ce que le président Zelensky a voulu dire avec ces mots au peuple ukrainien. Et puis il a aussi attiré l'attention non seulement des Ukrainiens, mais de la communauté internationale sur les préoccupations autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Et pour cause, nous nous y sommes rendus hier avec Bruno Giraudon et Patrick Miette et nous avons pu observer que le réservoir, vous savez, ce grand lac qui habituellement stock de l'eau qui permet de refroidir les réacteurs de la centrale nucléaire, ces réservoirs ils sont pratiquement à sec. On peut presque traverser le lac à pied. Il y a une préoccupation très importante, d'autant que cette centrale nucléaire elle se trouve pratiquement sur la ligne de front et là aussi il y a des inquiétudes. Vous êtes inquiet justement pour la situation, pour le risque nucléaire? Je suis un petit peu inquiet dans la logique qu'on vient de décrire sur le barrage de Novakharovka. Jusqu'où vont aller les Russes dans cette politique, dans cette stratégie de terreur? Est-ce qu'ils pourraient aller jusque-là, au moins déstabiliser cette centrale, et avec des conséquences qu'on ne maîtriserait pas? Donc on ne peut pas vivre dans la peur, mais vraiment, on ne sait pas où va s'arrêter cette dynamique de terreur. À partir du moment où ils ont fait déjà sauter ce barrage, c'est pas la même chose, certes, mais c'est quand même un état d'esprit. Disons, la terre brûlée ou la terre inondée, on appelle ça comme on veut. Donc, évidemment, cette centrale, c'est un objectif pour les Ukrainiens. D'ailleurs, le barrage aussi, c'est un objectif, parce que le plus tôt ils pourront le construire, le mieux ça vaudra. Ouais. Donc, voilà, ils ont des objectifs clairs, ce qui indique bien que d'ailleurs que l'axe de Zaporijjia est vraiment l'axe stratégique, oui. Mais il va peut-être falloir en passer par d'autres voies pour l'atteindre. Oui, parce que pour l'heure, Volodymyr Zelensky reconnaît, lui, des progrès plus lents que ce qui aurait été souhaité. Les Ukrainiens, ils progressent conformément à ce que vous attendiez ou pas? Alors, le fait que M. Zelensky reconnaisse ça, je pense que ça a plutôt une portée sur ses alliés qu'autre chose. C'est pour, non pas les tranquilliser, mais leur dire, voilà, on avance. Mais c'est normal. On a un affrontement. On a des Russes qui se sont préparés depuis des mois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils s'attendaient à cette contre-offensive. Tout le monde s'y attendait. Et d'un autre côté, des Ukrainiens et un président ukrainien et ses stratèges militaires qui veulent travailler sur l'économie, en quelque sorte, des moyens, et surtout des moyens humains, mais aussi des moyens physiques, des capacités militaires. Donc, ils sont comptables de ces moyens, et ils essayent de tester. On ne peut pas envoyer tous les hommes au front tout de suite. Là, on teste pour l'instant. On n'a pas vu le gros de la contre-offensive. Ça c'était Bakhmout, c'était les Russes. On voit des charges, et puis ça fait des centaines, des milliers de morts. Non, les Ukrainiens, ils ne peuvent pas se permettre ça, ils n'ont pas intérêt. Ils ont intérêt à étudier, et ils continuent à le faire, à identifier les faiblesses du front. Il est très large, ce front, oui. Et la qualité des unités russes qui sont déployées le long de son front est très disparate. Vous avez des unités qui sont de premier rang, et celles-là, elles sont difficiles à affronter, bien sûr, elles ont des capacités militaires. Et puis, vous avez des unités qui sont beaucoup plus faibles, il y a des conscrits, il y a des réservistes qui ont été... Et les Ukrainiens sont en train de tester ça. Ça leur coûte peut-être un petit peu, parce que de temps en temps, évidemment, il y a une riposte. Mais je pense que c'est une bonne stratégie quand on a un front aussi large. Donc, ils ont un axe stratégique, c'est clair, mais il faut aussi savoir s'adapter. Et oui, c'est donc un front de 800 km de long que défendent actuellement les Russes, Kylian Prévost.
Oui, cette ligne de défense en Ukraine, les Russes ont eu beaucoup de temps pour la préparer, près d'1 an de préparation. Et pour certains spécialistes, elle rappelle d'ailleurs la ligne Maginot. La ligne Maginot, vous vous rappelez, c'était cette ligne de défense française pour empêcher la progression des troupes allemandes durant la Seconde Guerre mondiale. Alors concrètement, à quoi elle ressemble cette ligne de défense russe? Elle s'étend sur 800 km du nord au sud dans toute l'Ukraine. Elle s'étend donc de la région de Kharkiv à la région de Kherson. Et il ne faut pas voir ça comme un mur ininterrompu, mais plutôt comme tout un arsenal de protection dispersé dans la profondeur. Alors dans le détail, on y retrouve notamment des fossés anti-chars qui, comme leur nom l'indique, ont pour rôle d'empêcher la progression des tanks militaires. Mais il y a encore tout un arsenal derrière ces fossés anti-chars et c'est justement toute la difficulté de cette contre-offensive ukrainienne, puisque derrière il y a les dents de dragon. Les dents de dragon, on en a beaucoup parlé, ce sont des blocs de béton triangulaires qui ressemblent à ça sur les images. On peut les voir dispersés dans les champs assez aléatoirement. Mais il y a encore d'autres éléments derrière justement cette ligne de défense, puisqu'il y a encore des mines. Les Russes se sont évertués à beaucoup miner les terrains de manière aléatoire, encore une fois. Et il y a encore en arrière-défense des bunkers russes qui sont placés encore en dernier rideau. Alors, toute cette strate de défense, pour quel objectif? Il y en a 2 qui sont recensés. Le premier objectif, c'est de ralentir l'avancée des troupes ukrainiennes, pas de les bloquer, simplement de les ralentir. Et donc, ça entraîne pour conséquence d'user les moyens offensifs, tant sur le plan financier que sur le plan humain et les munitions. Général Paloméros, ligne Maginot ou ligne de défense infranchissable? Ni l'une ni l'autre. La ligne Maginot, elle n'a pas empêché un contournement. Donc, est-ce que cette ligne va être de même nature? Alors, il y a 2 choses. Il y a effectivement la réalité physique qui vient d'être parfaitement décrite avec ces vagues successives. Et là, les Ukrainiens doivent employer, je dirais, à la fois leur imagination et les moyens qui leur sont donnés par les uns et les autres. Je pense beaucoup aux Américains malgré tout. Parce que cette guerre, c'est aussi une guerre d'invention en quelque sorte. Ça a toujours été le cas pour toutes les guerres. Et c'est celui qui va s'adapter le plus vite qui va l'emporter à un moment ou un autre. Et pour ça, les Ukrainiens, d'abord, ils ont montré leur capacité d'adaptation et d'innovation, et puis ils ont derrière eux une formidable armada, si je puis dire. Ils ont les alliés avec leur intelligence, avec leur capacité d'adaptation. Sans rentrer dans des détails ou des secrets, on sait que les Américains sont plus qu'en train de réfléchir à la manière de traiter ces mines. Il va y avoir des méthodes, des moyens, parce qu'évidemment, les mines, ce n'est pas nouveau. Ça fait partie de l'arsenal, même si on aurait bien voulu les supprimer. Ben non, la preuve, c'est que voilà, l'homme est ainsi fait. Donc, les Américains, les Ukrainiens, les Alliés réfléchissent évidemment à la manière de contrer tout ça. On sait, les satellites, les moyens de renseignement rendent le champ de bataille transparent. Donc, on sait ce qui s'y passe. Donc, moi, je suis optimiste sur le fait que les Ukrainiens trouvent des parades, mais toujours dans ce souci de préserver leur potentiel humain et de préserver leur capacité. Et à un moment donné, quand ils auront percé, là, on verra ce que ça donnera. Ils pourront contourner les obstacles. Et là, on verra si les Russes ont les moyens de les affronter. Ça sera plus difficile pour eux. C'est l'autre savoir-faire insoupçonné qu'ont démontré les Ukrainiens, en tout cas depuis le début de cette guerre. Outre leur redoutable aptitude au combat, on assiste chaque jour médusés à leur dernière trouvaille en matière de communication. Talent pour mettre en scène l'héroïsme de leurs soldats. Extrait. Україно, рідна земля мати, Господь, Отець наш Небесний, благословіть. Благословіть! Я йду знищувати! Ворогів землі рідної! Ми своїх братів! Гвалтівників моїх посадите! Нехай рука моя буде твердою! Щоб вбивати ворогів! Нехай око моє буде ясним! Щоб вбивати ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Щоб вбивати ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Щоб вбивати ворогів! Україно! Рідна земля мати! Господь, Отець наш Небесний! Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу! Allez, restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du Monde dans tous ses états.
Suite du monde dans tous ses états à l'heure de la contre-offensive ukrainienne, toujours avec le général Jean-Paul Paloméros. La Russie aura en tout cas précipité par son offensive tout ce qu'elle prétendait éviter, l'élargissement de l'OTAN à ses frontières. Ainsi, des pays qui lui étaient jusque-là pas si éloignés, comme la Finlande ou la Suède, ont basculé résolument hors de leur neutralité. La Finlande a même déjà rejoint l'OTAN et construit un mur à sa frontière avec la Russie. Reportage sur place pour France 24 de Julien Sauvaget et Clovis Casali. C'est le pays européen qui a la plus longue frontière avec la Russie. Quelques 1300 km et la Finlande est sur ses gardes. Près de la ville d'Imatra, une barrière est en construction. Cette barrière permet d'éviter que des gens passent la frontière et pénètrent le territoire par là ou en dessous. Certains parlent d'un nouveau rideau de fer en Europe. Les barbelés font 1 mètre. La barrière entière, presque 4 mètres de haut. C'est notre projet pilote, avec un système électronique. Il y a des détecteurs de mouvement et des caméras pour nous avertir si quelqu'un s'approche de la frontière. Après cette barrière de 3 km, la Finlande en construira d'autres sur les 200 km les plus à risque d'une frontière, souvent disputée au cours de l'histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Finlandais avaient combattu héroïquement le puissant envahisseur soviétique. Vaincus, ils avaient cédé 10% de leur territoire, notamment dans cette zone. Personne ici n'a oublié cette fameuse guerre d'hiver. Alors l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine inquiète. La situation sécuritaire a changé pour toujours du fait de la guerre en Ukraine. Mais bien sûr, la Russie est notre voisin depuis très longtemps et le restera à l'avenir. Comme le reste de l'Union européenne, la Finlande soutient l'Ukraine. À Helsinki, ces jeunes ont été choqués par les choix de Moscou. Ils ont suivi un programme d'études sur la paix. Et c'est l'ancienne présidente de la Finlande, Tarja Halonen, qui s'apprête à leur remettre le diplôme. Elle a pris les rênes du pays en 2000, au même moment qu'un certain Vladimir Poutine en Russie. J'ai vu de mes propres yeux la face sombre de Poutine quand on a parlé ensemble de la guerre en Tchétchénie. Il employait des mots très durs sur la Tchétchénie, notamment sur comment se battre et gagner la guerre. La façon dont Poutine et les Russes ont justifié la guerre en Ukraine était si proche de ce que Staline disait au début de la guerre d'hiver contre la Finlande. Le choix de rejoindre l'OTAN suite à l'invasion de l'Ukraine est un tournant historique, avec des alliés clairs s'il faut défendre ses frontières. Général Paloméros, ils ont raison de s'inquiéter, ces pays frontaliers de la Russie, comme la Finlande ou les États baltes? Ils ont raison de s'inquiéter, comme tout le monde peut s'inquiéter quand on voit une grande puissance s'attaquer à un de ses voisins, une grande puissance qui est censée faire respecter le droit international, la Charte des Nations Unies, qui fait partie du Conseil de sécurité comme membre permanent. Oui, tout le monde s'inquiète, mais d'un autre côté, la Finlande, comme avant elle les États baltes, ils savent qu'ils sont maintenant, ils font partie de l'Alliance, ils font partie de la famille et ils vont participer à cette défense collective. Et les Finlandais amènent leur connaissance du terrain, leur connaissance des Russes, leur capacité. Donc, quand un pays rejoint l'OTAN, ce n'est pas uniquement une charge, c'est aussi un atout. Chaque pays apporte quelque chose dans l'Alliance. Oui, ça nous expose, nous, au titre de l'article 5, justement, la solidarité entre États, le fait d'avoir justement ces pays frontaliers de la Russie. Je vais peut-être vous surprendre, mais on était déjà exposés. Il se trouve que l'Union européenne, par le traité de Lisbonne, dans l'Union européenne, les pays s'engagent les uns et les autres à un support mutuel. Donc cet article 5 il existe déjà, c'est un article 42.7 pour être précis. Et donc, mais évidemment, il est moins crédible que l'OTAN, qui est une organisation politico-militaire. Il faut rendre hommage à ceux qui l'ont créée après 2 guerres mondiales dévastatrices et qui ont eu l'intelligence de créer cette alliance pour la paix. Ça a préservé l'Europe, ça a permis à l'Europe de se développer, à sa prospérité. Et aujourd'hui, ce n'est pas étonnant que ces pays qui étaient entre les deux, la Finlande, la Suède et bien d'autres, rejoignent l'OTAN. Il faut demander aux pays baltes s'ils sont évidemment plus heureux. La question ne se pose même pas aujourd'hui en étant du côté de la frontière. Et malheureusement, effectivement, l'Ukraine, parce que l'histoire en a décidé ainsi, n'est pas du bon côté de la frontière. Sinon, Poutine ne l'aurait pas attaqué. C'est aussi simple que ça.
Et l'on prépare en tout cas déjà le prochain sommet de Vilnius, les 11 et 12 juillet prochains. Pour l'occasion, l'Europe et l'OTAN apparaissent plus soudées que jamais. Alix Le Bourdon, vous qui êtes à Bruxelles pour France 24. En pleine contre-offensive, Bruxelles veut envoyer un signal de soutien à long terme à l'Ukraine. La Commission européenne a proposé aux 27 de dégager 50 milliards d'euros destinés à une aide sur 4 ans. Mais pour que Kiev puisse bénéficier de ces fonds, il y a un certain nombre de conditions, notamment des réformes qui permettraient au pays de se rapprocher des standards européens et d'espérer un jour entrer dans l'Union européenne. D'ailleurs, cela fait exactement 1 an que le statut de candidat a été accordé à l'Ukraine. Et dans une évaluation récente, la Commission européenne atteste de progrès, notamment en matière de justice, mais pour l'Ukraine, le chemin de l'adhésion va encore être long. Autre signe du soutien européen, ce 11e paquet de sanctions sur lequel les 27 se sont mis d'accord et qui vise à éviter le contournement des mesures déjà prises. Par ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, promet avant l'été une proposition qui permettrait d'utiliser les biens saisis aux oligarques et aux entreprises russes pour financer la reconstruction de l'Ukraine. En revanche, du côté de l'OTAN, à moins de 3 semaines du sommet de Vilnius, toujours aucun consensus sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique. La France semble malgré tout changer de position et envisager cette option, contrairement à ce qu'elle défendait jusqu'à présent, ce qui la rapproche finalement plus de pays comme les pays baltes ou la Pologne que de la position de l'Allemagne. L'Ukraine dans l'OTAN, c'est un peu le serpent de mer de cette guerre, général Paloméros. Ça va arriver d'après vous et à quelle échéance? Un serpent de mer, c'est quand même, aujourd'hui, tout le monde peut le constater, la seule garantie crédible de sécurité qu'on puisse donner à un pays comme l'Ukraine. Sauf qu'elle est impossible en temps de guerre, puisque de fait, elle nous mettrait tous en guerre. Oui, mais ce qui était impossible hier, bien sûr, ça c'est vrai, mais ce n'était pas prévu non plus que les pays alliés, par aucun traité, fournissent des armements à l'Ukraine pour se défendre. Ce que le politique fait, le politique peut aussi le faire avancer. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire que l'Ukraine doit rentrer dans l'OTAN alors qu'elle est en guerre. Bien sûr que ça serait être co-belligérant, ça serait entraîner l'OTAN dans la guerre. C'est pas ce qu'on veut. On veut pas faire la guerre à la Russie. On l'a dit et on le maintient. Mais d'un autre côté, il faut non seulement donner des gages, mais imaginer. Et c'est un peu ce qu'a dit le président français. Il n'a pas dit on va faire rentrer l'Ukraine tout de suite, mais on lui donne cette vision et cet espoir. C'est extrêmement important pour les Ukrainiens d'avoir cet espoir en disant si on fait cette guerre, c'est pour demain pouvoir garantir notre souveraineté et pour cela rentrer à la fois dans l'OTAN et dans l'UE, notre souveraineté et notre prospérité. Sanctuariser ainsi la paix. Futur. Exactement. La Suède, c'est l'autre question, beaucoup plus immédiate, celle-là. Est-ce que vous pensez que la question de l'adhésion de la Suède sera réglée d'ici Vilnius, autrement dit, que la Turquie lèvera son veto? Je l'espère fortement, parce qu'on a besoin de la Suède comme de la Finlande pour compléter un peu le puzzle, si je peux m'exprimer ainsi. C'est moins indispensable au plan militaire, la Suède, non? Elle a des capacités militaires, elle fait partie de ces pays nordiques, c'est un axe stratégique extrêmement important, on l'a vu par le passé. On a mené d'ailleurs des exercices d'article 5 avec la Suède et la Finlande, donc on était dans l'anticipation. Oui, il faut que ça se fasse. Est-ce que M. Erdogan va continuer à jouer avec les nerfs de l'OTAN longtemps? Je pense qu'il va falloir à un moment donné, évidemment, que ça s'arrête. On a des moyens de pression sur lui? Le contraindre? Plus les Américains que les autres. Oui. Les Suédois ont donné beaucoup de gages, je trouve, déjà, sans rentrer dans leur politique interne, mais ils sont allés aussi loin. F-35, on a possibilité. Non, le F-35, ce serait plutôt des F-16, à mon avis, parce que je crois que les Américains ont gardé quand même une sacrée dent contre l'attitude des Turcs en achetant des systèmes de défense aérienne russes. Quand même, c'était assez provocateur. Retour en images à la création de l'OTAN. Nous sommes à l'époque le 4 avril 1949. 12 démocraties occidentales signent le traité de l'Atlantique Nord. L'objectif, c'est d'assurer la défense et la sécurité de l'Europe face à l'Union soviétique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Le pacte atlantique est désormais une réalité et M. Schuman expose à l'auditorium de Washington les raisons de l'adhésion française. Les nations ont de plus en plus la conviction que leurs destinées sont étroitement liées, que leur salut et leur bien-être ne peuvent plus se fonder sur un nationalisme égoïste et agressif, mais sur la mise en œuvre progressive de la solidarité humaine.
Après le discours du ministre français, les 12 représentants des nations occidentales apposent leur signature au bas du pacte. M. Schuman signe pour la France. M. Bevin pour la Grande-Bretagne. Et accompagné du président Truman, M. Dean Acheson pour les États-Unis. Le pacte atlantique, dont tous les ministres présents ont souligné le caractère défensif, unit 12 nations dont le seul but est d'assurer la paix. Une paix maintenant plus sûre. Finalement, d'une certaine manière, l'OTAN, elle montre toute son utilité aujourd'hui. Ce n'est plus ce malade en état de mort cérébrale décrit par Emmanuel Macron. Si vous voulez, comme toute organisation, l'OTAN a forcément des hauts et des bas. Pendant la guerre froide, personne ne contestait le rôle de l'OTAN. Le général de Gaulle, on ne va pas revenir là-dessus, était sorti de structures militaires intégrées pour donner à la France toute sa souveraineté et pouvoir développer ses capacités de dissuasion nucléaire. C'était le temps du général de Gaulle. On a affirmé cette souveraineté. On a toujours appartenu à l'Alliance Atlantique. On a rejoint finalement les structures de commandement, pour mon plus grand bonheur, puisque j'ai eu la chance de commander ce commandement. Mais oui, évidemment, il y a eu cette phase post-guerre froide où là, d'un seul coup, certains se sont dit, c'est la fin de l'histoire, on connaît bien cette rengaine, et puis, quelque part, on va pouvoir démobiliser, on va pouvoir bénéficier des dividendes de la paix. Oui, sauf que la paix, elle n'est jamais garantie, elle n'est jamais gagnée. Et fort heureusement qu'on a maintenu cette OTAN sous pression. Je ne sais pas si elle a été en mort cérébrale ou autre, moi, ce n'est pas mon sentiment, si vous voulez. Quand j'étais commandant de l'OTAN, on a fait en sorte qu'elle soit le plus crédible possible, parce que c'est la crédibilité militaire de l'Alliance qui fait sa dissuasion et qui en fait une alliance de paix et une alliance défensive. Aujourd'hui, la guerre, elle pousse les États, y compris européens, à augmenter leurs dépenses militaires. C'est le cas notamment de l'Allemagne. Vous pensez, vous comme la France, qu'il faut une autonomie d'approvisionnement par rapport aux Américains ? Les Américains réclament depuis la création de l'OTAN, c'était Eisenhower, le premier commandant suprême, qui disait ça. À l'époque, il y avait la guerre de Corée, il y avait la pression de Staline, qu'il fallait que les Européens fassent leur job. On appelle ça le burden sharing en anglais. C'est un fardeau. Et c'est vrai, c'est un fardeau, mais c'est aussi un fardeau nécessaire, si vous voulez. Et depuis lors, c'est vrai que les Européens, plus ou moins, ils se sont un petit peu laissés aller. On a vu la décroissance des budgets. L'esprit n'était pas là. On pourrait mettre la France à part, quand même, qui a acquis sa souveraineté, sa dissuasion nucléaire, et qui a entretenu un modèle qui a ses fragilités, mais qui couvre quand même l'ensemble du spectre. Donc, le fait de pouvoir atteindre une certaine, non pas indépendance, mais de pouvoir travailler seul, ça peut avoir son intérêt aussi. Regardez, si demain il se passe des choses en Méditerranée, est-ce que les Américains voudront vraiment s'en mêler ? Ça n'a rien de sûr. Évidemment, on pourrait parler des élections américaines, on aura le temps d'en parler, mais il y a des incertitudes, on ne peut pas vivre d'incertitudes, et plus l'Europe se montrera forte, et plus l'Alliance Atlantique sera forte. Merci, Général Jean-Paul Paloméros, d'avoir été avec nous. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez nous retrouver sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com. Très bon été à vous.